Aujourd'hui, l'agriculture fait simultanément face à deux défis: assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et s'adapter au changement climatique tout en contribuant à l'atténuation de ses impacts. Les conséquences du changement climatique sur l'agriculture sont multiples. Survenue d'événements climatiques extrêmes, modification des cycles de pluie, de la structure des sols et des ressources en eau, baisse de rendement agricole, perte de la biodiversité, occurrence de nouveaux parasites et maladies des cultures des hommes et des animaux. Dans ce contexte, l'adaptation se réfère à la capacité d'un système à s'ajuster et à s'adapter. Elle regroupe ainsi l'ensemble des mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets réels ou attendus du changement climatique. Ce qui nous amène au thème de ce bar des sciences: agroécologie, défis d'adaptation liés au changement climatique. C'est quoi pour vous l'agroécologie? Je suppose que c'est en lien avec l'agriculture et l'écologie. L'agroécologie, c'est justement utiliser la nature pour faire une écologie saine, sobre. Je D'accord. dirais ça comme ça rapidement, D'accord. inspiré notamment de Pierre Rabhi. Pour moi, ça doit être l'agriculture adaptée à l'écologie, ou voilà, une agriculture avec un esprit fort d'écologie. C'est l'idée de faire une agriculture qui respecte la nature. La définition d'agroécologie, d'une certaine manière, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu mou? C'est-à-dire que, effectivement, on l'a vu dans le reportage, si on prend l'agriculture biologique, il y a un cahier des charges, il y a une définition qui est très précise. Est-ce que dans l'agroécologie, finalement, on ne se retrouve pas dans quelque chose un peu mou? Finalement, tout le monde fait un peu de l'agroécologie, à part si on est sur des systèmes complètement intensifs et sur lesquels on repose absolument sur aucune écologie. Mais finalement, la plupart des agriculteurs vont faire de l'agroécologie. Et finalement, comment on fait dans ce système-là, sur le fait que finalement tout le monde fait un peu de l'agroécologie? Et finalement, c'est quoi? À partir de quel moment on est vraiment dans l'agroécologie? À quel moment on sort de l'agroécologie? Alors effectivement, l'agroécologie, il n'y a pas de cahier des charges, contrairement à l'agriculture biologique. Marie Gomme, chercheuse agronome, spécialiste des systèmes agroforestiers tempérés à INRAE, UMR Apsis. Donc c'est plutôt des principes. C'est un ensemble de principes avec plusieurs piliers de l'agroécologie qu'on peut mobiliser. On n'est pas obligé de les mobiliser tous en même temps et on va pas. Enfin, c'est tout un gradient. Il n'y a pas une limite en disant toi tu es agroécologique, toi tu l'es pas. Donc effectivement, il n'y a pas de cahier des charges. Après, les principes sur lesquels sont bâtis l'agroécologie, comme je disais tout à l'heure, c'était de profiter des services écosystémiques qui sont produits par les interactions entre les cultures. Donc ces piliers, c'est ce qui permet de produire ces services. Ça va être la diversification. Donc on est tous les trois en fait spécialistes de différents aspects de cette diversification. Diversification des espèces, mais aussi diversification des variétés, diversification des habitats, en ayant dans une même parcelle plusieurs types d'habitats. C'est la protection du sol, donc diversification aussi donc maintien de la vie du sol et des micro-organismes entre autres, mais également des arthropodes par exemple, ou des vers de terre. Et il y a des principes aussi en fait, l'agroécologie recouvre aussi plusieurs courants, donc tout ce qui est travail sur sol vivant, donc tout ce qui va permettre d'alimenter le sol fait aussi partie de l'agroécologie. Donc augmenter les retours de matière organique dans le sol pour pouvoir alimenter en fait toute cette biodiversité spontanée dans le sol, et ça en fait partie. Il n'y a pas c'est pas cadré. L'agroécologie, c'est plutôt une philosophie. Riccardo Bonmarco, professeur titulaire en entomologie agricole à l'Université suédoise des sciences agricoles à Uppsala en Suède, docteur en agronomie et spécialisé en entomologie. Une mode de pensée, mais il y a aussi des indicateurs très importants qu'on doit produire assez, comme dans l'agriculture conventionnelle, mais on doit aussi être plus efficace avec les réseaux dans le système. L'azote, par exemple, maintenant, il est utilisé dans un mode pas très efficace. L'eau, l'énergie, nous mettons énormément d'énergie dans notre culture. Alors, le rendement en termes d'efficacité d'énergie, c'est bas, c'est très bas. Alors, comment on fait ça? On fait ça mobilisant la biodiversité dans le système. Il y a beaucoup d'animaux, des plantes, des organismes, des micro-organismes dans toutes les cultures, aussi la culture conventionnelle, la culture intensive.
Mais on n'appréciait pas le travail qu'ils font et on peut travailler de soutenir ou augmenter cette biodiversité et comme ça avoir moins besoin de inputs entrants. Et ça, c'est la philosophie. Et alors, comment faire ça? Et là entre la pratique agroécologique. Et ça, il y a beaucoup de stratégies, mais une stratégie générale, c'est la diversification de cultures, des variétés, des plantes avec diverses fonctions. On augmente la biodiversité, parce que la biodiversité dans le système, c'est la biodiversité des cultures et la biodiversité sauvage. Et tous les deux, on travaille avec eux, on le comprend, on l'apprécie pour augmenter l'efficacité du système. Si on utilise les principes d'agroécologie, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui ce qu'il faut planter pour faire fortune demain, entre guillemets? C'est-à-dire quelles plantes vont pouvoir supporter les climats de plus en plus extrêmes auxquels on va devoir faire face ici ou dans d'autres régions. Justement, en fait, il y a un point important, c'est que... Yves Vigourou, directeur de recherche en biologie, directeur de l'UMR Diversité, Adaptation et Développement des plantes, IRD. Quand on commence à faire des associations, et notamment arbres, céréales, on n'est plus dans un champ où il n'y a plus d'arbres. Et l'arbre, il a des impacts en termes de transpiration, et notamment sur les extrêmes de température. Ça va avoir des conséquences en dessous de l'arbre, et donc sur les cultures qui sont à côté. Donc déjà, ça peut avoir un effet relativement important sur les extrêmes de température. Donc quelque chose qu'on a vécu ici il y a quelques années de manière extrême, avec des 43 et des feuilles qui... on voyait qui mouraient, hein, qui avaient de la mortalité sur les vignes notamment. Donc, un des impacts importants, c'est que notre agriculture, elle est basée sur un certain nombre de plantes qui ont aussi certaines adaptations. Voilà. Donc, on a en France maintenant, on le voit aussi autour d'ici, par exemple, plus de diversification avec du sorgho qui est cultivé. Donc on a adopté il y a maintenant 500 ans le maïs en Europe. On voit aujourd'hui les limites d'une partie de la culture du maïs qui est très consommatrice d'eau à certaines périodes de l'année. Diversifier avec des cultures comme le sorgho permet peut-être de limiter un peu plus la consommation d'eau. Mais de toute façon, ces plantes, que ce soit le sorgho ou que ce soit le maïs, c'est des plantes tropicales. Donc les plantes tropicales, elles poussent l'été. Et quand les plantes elles poussent l'été, il faut les arroser parce que sans eau, elles ne poussent pas. Donc même si on peut remplacer le maïs, diversifier la culture des céréales avec du sorgho, il y aura quand même une consommation d'eau. Sinon les plantes, on va peut-être moins consommer. Mais ce n'est pas une solution miracle. Mais c'est une solution qui peut limiter des consommations d'eau à des périodes clés. L'important ici, c'est un peu la diversification, d'avoir différentes cultures qui vont avoir des exigences différentes. Donc ça existe déjà. On cultive aussi du mil sur le Larzac. On va ramener des graines de mil. Le mil est origine de l'Afrique. Il est utilisé aux États-Unis, notamment pour faire du fourrage. C'est une plante qui est consommée en Afrique pour ses graines, mais qui est utilisée ici comme fourrage. Donc cette diversification, en utilisant certaines plantes qui ont une adaptation un petit peu plus forte à des conditions extrêmes, ça peut être intéressant. Mais il y a aussi, ce qu'il faut voir aussi, c'est la combinaison des plantes. Quand on parle d'agroécologie, tout ça va changer l'environnement local. Donc c'est plus complexe que juste changer une plante par une autre. C'est diversifier et comprendre les interactions qu'il va y avoir entre les plantes. Et aussi, certaines plantes vont peut-être résister un peu mieux à une période de sécheresse plus longue.
et repartir direct. Donc voilà, il y a la diversification en tous les cas, le fait d'avoir différents types de plantes, ça permet de tamponner un peu ces extrêmes, certaines réagissant fort, d'autres beaucoup moins, et d'avoir une productivité de la culture moyenne plus stable. On a entendu la crise agricole récente, les agriculteurs disant pas de retrait de molécules sans solution au singulier. Et là, ce qu'on entend, c'est vrai, c'est des solutions qui sont compliquées à mettre en œuvre dans une population agricole vieillissante. On sent bien que ça va demander de la main-d'œuvre, beaucoup plus de main-d'œuvre que les solutions actuelles qui sont préconisées. Donc en gros, comment vous identifiez les leviers et comment on arrive à faire cette transformation qui paraît une transformation qui va demander du temps parce qu'elle demande de la formation, justement, et on n'a pas le temps. Et quels sont les verrous qu'il va falloir qu'on lève pour implémenter ces solutions dans un contexte qui est quand même globalement pas très favorable. Alors, votre question est très intéressante, très riche. Il y a beaucoup d'éléments sur le problème du travail. C'est un problème qui revient très souvent et qui est vraiment très prégnant pour les agriculteurs. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau individuel, le travail que je fais, et puis il y a le niveau global d'un territoire. Demander plus de travail dans un territoire, si on a une productivité qui permet de générer un revenu qui permet de payer des employés, finalement c'est plutôt bénéfique, ça crée de l'emploi rural. Donc le travail n'est pas forcément négatif en soi. Et même au niveau individuel, il y a la pénibilité du travail qu'il faut bien séparer d'un travail qui va être plus stimulant. Les agriculteurs, ils ont, pas tous, mais il y en a beaucoup, qui choisissent ce métier parce qu'ils ont envie de le faire. Et le travail, à part certaines tâches pénibles, le travail leur plaît, entre guillemets. Donc, pour tout ce qui est travail, tout ce qui est pénible, on peut avoir des solutions technologiques. On peut avoir des robots. Pour l'instant, les robots sont utilisés principalement pour la traite. La grande majorité des robots utilisés en agriculture, c'est pour les robots de traite. Et il commence à y avoir d'autres robots qui se développent pour d'autres types de production. Mais l'idée, c'est de remplacer uniquement les tâches pénibles. Voilà. Ensuite, la relation, toujours pour revenir sur le travail, la relation entre complexité du travail et agroécologie, c'est un débat scientifique. On n'a pas de réponse pour l'instant. On ne sait pas si l'agroécologie est plus compliquée ou moins compliquée. Il y a des éléments qui font dire que c'est moins compliqué parce qu'il y a un peu de laisser-faire. Une fois que le système est en place, il s'auto-entretient. Donc moins de travail, mais d'un côté, on a des systèmes qui sont plus complexes. Comme on l'a dit, la diversification, ça introduit des interactions. Quand on a deux éléments et qu'on en rajoute un, finalement, on multiplie par 3 le nombre d'interactions possibles. Il faudrait faire le calcul, mais bref, le nombre d'interactions augmente plus que le nombre d'éléments qu'on ajoute. Donc forcément, c'est plus complexe. Donc voilà, ça, c'est un vrai débat. Et ensuite, vous aviez une question sur la capacité du système à changer et la vitesse à laquelle il faut qu'il change face à l'urgence auquel on fait face. Et là, effectivement, il y a des verrouillages qui sont assez complexes. Le système agricole, c'est un ensemble. Il y a tout l'amont, il y a tout l'aval. Ce n'est pas les agriculteurs seuls qui peuvent changer. Donc il y a quelque chose de plus systémique qu'il faut changer pour permettre l'agroécologie à grande échelle. C'est quoi le portrait robot de l'agriculteur agroécologue ? Pour moi, l'agriculteur agroécologiste ou agroécologue, je ne sais pas comment on dit, il pense la complexité et il ne cherche pas à remplacer une solution par une autre, en fait. L'idée, c'est de réfléchir de façon heuristique à l'ensemble du système et de combiner les leviers plutôt que de chercher des solutions miracles qui vont, à un problème, apporter une solution. L'agroécologie, ce n'est pas une relation, un problème, une solution. L'agroécologie, c'est faire en sorte que le système n'est pas le problème, entre guillemets. C'est plus prévenir que guérir. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui déjà pensent comme ça. Vraiment. Aussi, je parle beaucoup avec des agriculteurs, aussi des agriculteurs qui sont très intensifs. Ils apprécient le travail que la biodiversité font dans leur champ. Ils font cette réflexion.
Je pense qu'avec le soutien de la société, avec la technologie adaptée, par exemple, plus de variétés, plus d'espèces, plus de filiers qui peuvent processer les produits, ça donne à l'agriculteur une boîte à outils plus grande. Et puis, je pense qu'il y aurait beaucoup d'agriculteurs qui vont utiliser cette boîte utile. On espère que cette vidéo du Bar des Sciences vous a plu et nous vous invitons à nous rejoindre au prochain Bar des Sciences qui aura pour thème Chevaux d'hier à aujourd'hui toute une histoire à la brasserie Le Dôme de Montpellier.